Salut et fraternité. Comme il est question de Sarkozy, j'ai envie de revenir sur une affaire déjà ancienne, mais qui a défrayé la chronique. Je vous la rappelle, c'est écrit là sur mon ordinateur. Le jeudi 13 mai 1993, à 9h27, un homme vêtu de noir, la tête cachée par un casque de motard et une cagoule, fait irruption dans la classe maternelle numéro 8 du groupe scolaire Commandant Charcot, situé rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine, où 21 enfants âgés de 3 à 4 ans fabriquent avec leur institutrice des colliers en pâte de sel pour la fête des mères. Armé d'un pistolet d'alarme et d'explosifs, il prend en otage les enfants et leur institutrice Laurence Dreyfus. Pour ne pas être identifié, l'homme ne parle pas au début de cette prise d'otage et communique par le biais de documents tapés sur ordinateur. Il envoie l'institutrice chercher la directrice de l'école, Suzanne Souillet, et demande à cette dernière d'appeler la police. Aimé Twitou, directeur de la police des Hauts-de-Seine, commence à négocier avec le preneur d'otages qui a remis à l'institutrice une lettre destinée au ministre de l'Intérieur dans laquelle il demande 100 millions de francs, environ 15 millions d'euros, en billets usagés et lingots d'or et une grosse voiture pour prendre la fuite. Il menace de faire sauter la salle s'il n'obtient pas cette rançon de 100 millions de francs. Menace rendue crédible par ses démonstrations passées, car il a pris soin de faire sauter plusieurs poubelles en y laissant volontairement une signature. L'homme n'est alors connu que sous le nom de Human Bomb, bombe humaine, ou HB, qu'il s'est lui-même donné à lui-même. Les enquêteurs cherchent à identifier le preneur d'otages, mais ils n'y parviendront pas, pas avant la fin de la prise d'otage. De nombreux médias sont arrivés dès 10h30, couvrent l'événement, ce qui fait à la une de toutes les éditions spéciales. Les journalistes campent devant l'école, la prise d'otage devient un événement national, le raid se projette sur les lieux et se positionne à 10h45. Le chef du raid, Louis Bayon, et son négociateur, Michel Marie, convainquent deux pères d'enfants de négocier avec HB. En début d'après-midi, 5 enfants sont libérés. Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly-sur-Seine, ainsi que ministre du budget et porte-parole du gouvernement, intervient à 15h dans les négociations pour que HB traite désormais avec lui et continue à négocier et continue à relâcher les enfants. On découvre l'homme de communication qui demande à être filmé devant les caméras de télévision. Il sort de l'école, un enfant dans les bras, Sarkozy, et le remet à sa mère. Il entre à 7 reprises dans la classe pour négocier et parvient à faire sortir 4 enfants. Cette intervention lui vaut en septembre 1993 d'entrer dans le prestigieux baromètre de popularité Sofres Figaro Magazine. Eric Schmitt, c'est HB. On va apprendre que finalement cet homme-là est fragile psychologiquement. C'est un ancien entrepreneur qui a fait faillite et qui finalement a tourné un petit peu dingo. Alors, vous pouvez continuer à voir sur Wikipédia la suite de ce reportage, sur cette affaire-là. Je voudrais juste souligner quelque chose. J'ai lu attentivement. Et en plus, à l'époque, j'écoutais ça, enfin, je regardais ça avec intérêt. J'étais moi-même instit, enfin voilà. Et j'étais en remplacement dans une école, une petite école de campagne, en Seine-Maritime. Donc, ça m'intéresse. Je suis ça. Et alors, bon, il faut remettre le contexte. Le ministre de l'Intérieur, c'est Charles Pasqua. Charles Pasqua. Qui a fini d'ailleurs, il n'a pas fait de prison, mais il a été condamné à de la prison quelque temps avant sa mort. Bref, on retrouve là tous les ingrédients de cette mafia des Hauts-de-Seine. Charles Pasqua, Sarkozy,
et puis d'autres, hein, Haute-Seine. Il y a un documentaire très très pointu sur comment ces gens-là se sont accaparés le pouvoir à une certaine époque. Euh, la défense, enfin, toutes ces choses-là. Immobilier, énorme, 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 énorme mafia. Mais au pouvoir, ils vont tous être au pouvoir. Charles Pasqua est ministre de l'Intérieur. C'est lui d'ailleurs qui va ordonner à la fin euh, l'exécution, paf, paf, immédiate de Human Bomb de Eric Schmidt. Alors, il y a deux choses là-dedans. Vous pouvez lire, hein. Moi, je dis qu'il y a deux choses intéressantes qui n'apparaissent absolument pas. D'abord, et ça, je l'ai entendu à l'époque, hein, ça a circulé. Donc, c'est authentique. Enfin, je veux dire, c'est pas du complotisme. Il y a deux choses là-dedans. D'abord, c'est peu de temps avant. Attendez, en quelle année 80, oui, il y a 93, il va y avoir des élections bientôt. Donc, il y a toujours un coup fourré. Parce que Charles Pasqua, il faut se souvenir de Papy, comment c'était Papy Voise, quelques, juste le vendredi ou jeudi avant des élections, qui se passe le dimanche, il y a un vieux monsieur dans la région parisienne qui se fait agresser par des loupards. Sauf que ces loupards, ce sont des gens du service, on va dire du SAC, c'est-à-dire ce sont des gros bras du RPR. Qui ont été pété la gueule de ce vieux monsieur et qui lui ont fait cramer sa baraque. Évidemment, ça, 2 jours avant les élections, bingo, c'est formidable. C'est formidable. Hein. Donc, ça, c'est Pasqua. Les coups fourrés, c'est Pasqua. Sarkozy était à bonne école. Et donc, finalement, qu'est-ce qui manque dans cette affaire? Oui, une chose intéressante. Madame Dreyfus, qui était institutrice à l'époque, qui a eu un congé maladie après, parce que ça l'avait un petit peu traumatisé. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle était mariée à un photographe de Paris Match qui a eu l'exclusivité des photos. D'accord? Et alors, ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que certes, la famille de Eric Schmidt la famille a protesté parce que quand même ça ressemblait à une exécution sommaire, hein, parce que le monsieur était endormi, Eric Schmidt était endormi, on l'avait drogué avec dans le café, on avait foutu un somnifère, donc il était plus dangereux, donc finalement il a été abattu, c'est-à-dire qu'il y a eu alors que la peine de mort était en 95 était supprimée, ça a été une peine de mort immédiate, voilà. Ça, c'est les méthodes Pasqua aussi. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, la famille proteste, mais ce qu'on oublie de dire, et moi je l'ai lu à l'époque, et j'ai même un dossier là-dessus, c'est que Eric Schmidt avait une sœur. Et cette sœur, elle a été évidemment bouleversée par la mort de son frère. Elle a été très étonnée qu'il se comportât de la sorte et qu'il se lance dans cette aventure folle. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Bon, c'est authentique. Simplement, étonnamment, comme souvent, la sœur d'Eric Schmidt s'est suicidée quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard. Hein? Intéressant. Un petit peu comme Epstein. Et comme les deux messieurs là qui ont porté des accusations contre Sarkozy, pardon, contre Macron, et qui se sont un type spécialisé des services secrets et un autre qui est un député de droite d'ailleurs, qui a mis en cause violemment, je mélange, Macron au sujet des ventes des bijoux de la couronne, enfin, je veux dire des choses importantes au niveau industriel qui ont été larguées et virées, dégagées et envoyées aux États-Unis. Ces deux-là aussi se sont suicidés. Il y a plein de gens comme ça, un petit peu. Hein. Il y en a quelques-uns qui se suicident. Takedine, tiens, le mec qui avait entre les mains quand même le sort de Sarkozy, d'un point de vue pénal.
suicidé ou mort, j'aurais aimé le mort. Intéressant. Alors donc je répète, le photographe, c'était le mari de l'institutrice, qui est devenu psychologue scolaire après. Et ensuite, la sœur de Eric Schmidt se suicide. Voilà. Je songe à écrire un bouquin, un polar, hein, à partir de là. Et en extrapolant, me disant, vous pensez bien à tous ce à quoi je pense. Eh ben, je sais pas, c'est l'occasion d'écrire un livre là-dessus, une sorte de polar. Non, vous pensez pas? Allez, à ça avec Claudia.